Au printemps 1945, dans le Pacifique, le Japon, en guerre depuis 4 ans contre les États-Unis, est à bout de force. Sa flotte de surface a été annihilée et son aviation décimée. Les troupes américaines approchent de l'archipel nippon et envahissent l'île d'Okinawa, située à moins de 200 km. Malgré leur situation désespérée, les Japonais opposent à leur adversaire une résistance fanatique. Les soldats sur l'île tiennent jusqu'à la mort pendant près de 4 mois, tandis qu'au large, les kamikazes s'acharnent sur la flotte américaine. Le 31 mars, le croiseur Indianapolis, qui soutient les troupes à terre par ses bombardements, est touché par l'un d'eux. Neuf marins sont tués et la coque est déchirée en 2 endroits. Malgré les dégâts, le commandant du navire, Charles McVeigh, parvient à ramener le navire à bon port, où il subira d'importantes réparations. L'équipage, soulagé de s'en être tiré à si bon compte, peut souffler. Il ignore encore qu'il va devoir faire face, dans peu de temps, à l'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime. Le 16 juillet 1945, la première bombe nucléaire de l'histoire, Trinity, explose à 5h45. L'essai est concluant, les États-Unis sont une puissance atomique. Apprenant la nouvelle, le président Harry Truman décide d'utiliser la nouvelle arme contre le Japon. Il a été horrifié par les terribles pertes de la bataille d'Okinawa, et les plans d'invasion du Japon prévoient une véritable hécatombe dans les 2 camps. Le 19 juillet, une mystérieuse caisse est transférée à bord de l'Indianapolis. Elle est entourée de plusieurs Marines qui ont l'ordre d'ouvrir le feu sans sommation sur quiconque s'en approche. Le commandant du navire lui-même ignore ce qu'elle contient. Il s'agit des éléments de la bombe Little Boy qui sera larguée sur Hiroshima. Le croiseur a pour mission de la convoyer jusqu'à l'île de Tinian, dans l'archipel des Mariannes, d'où un B-29 décollera pour la larguer sur le Japon. Le secret est tel qu'on a ordonné au commandant McVeigh de naviguer sans la moindre escorte. Il n'y a pas de plan de route, aucune trace, tout le monde doit ignorer la traversée. Le commandant proteste, car l'Indianapolis serait une cible facile pour un sous-marin ennemi, mais les ordres sont maintenus. Le navire apparaît le lendemain de San Francisco. Il met 10 jours pour rejoindre Tinian. Au grand soulagement de l'équipage, aucune attaque japonaise n'a eu lieu, le navire est arrivé sans encombre. La mystérieuse caisse est débarquée de nuit, en toute discrétion. Le 28 juillet, le commandant reçoit l'ordre de rejoindre les Philippines, toujours sans escorte, malgré ses protestations. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, vers minuit, alors que le croiseur navigue sur une mer calme à 17 nœuds, 2 fortes explosions déchirent la partie tribord avant du navire. Le sous-marin japonais I-58 vient de lancer sur le croiseur 2 torpilles. La première détruit entièrement l'avant et la seconde le frappe à proximité de la soute à munitions. Une forte explosion coupe en 2 le bâtiment. Lorsque les 2 torpilles frappent le croiseur, 1197 hommes sont à bord. L'ordre d'abandonner le navire est donné, et les hommes se jettent à la mer, s'éloignant du navire qui s'enfonce rapidement. 12 minutes après le premier impact, le bateau disparut de la surface, emportant avec lui 300 marins. Près de 900 hommes se retrouvent ainsi au beau milieu de l'océan Pacifique. Malgré les SOS lancés par radio, aucun navire ne vient les secourir. Et pour cause. Tout le monde ignore leur présence, car aucune feuille de route n'a été rédigée. Dès le premier jour, le soleil, le manque de nourriture, la soif et la fatigue assaillent les marins. Le deuxième jour, un certain nombre d'entre eux commencent à succomber à la déshydratation, à l'épuisement
et à l'insolation. Le jour, un soleil de plomb brûle les yeux des survivants, la soif les martyrise. La nuit, l'eau froide provoque des hypothermies et ronge leur peau qui commence à partir en lambeaux. Mais le pire est à venir. Le troisième jour, attirés par le sang, des requins longimanes apparaissent. Au début, ils s'attaquent au corps des marins morts de noyade et d'épuisement. Puis c'est le tour des survivants. D'heure en heure, les hommes disparaissent un à un, happés par les squales. Leurs camarades, impuissants, assistent horrifiés à leur fin. Leurs cris d'agonie, amplifiés par la surface de l'eau, vrillent les oreilles des survivants. L'océan se couvre de sang. Chacun des hommes attend avec angoisse son tour, lorsqu'il sera happé par un requin. Le quatrième jour, les survivants entendent soudain un bruit de moteur. Un avion, qui effectue une patrouille de routine, découvre le petit groupe de survivants au beau milieu de l'océan. Il transmet immédiatement l'information et un destroyer est envoyé en urgence sur place. En tout, 321 hommes sont récupérés, mais 4 mourront déçus de leurs blessures. Sur les 1197 hommes d'équipage de l'Indianapolis, il n'y a donc que 317 survivants. Lorsque cette histoire est révélée au grand public, quelques semaines plus tard, elle provoque une émotion considérable. Partout, des voix s'élèvent pour savoir pourquoi l'Indianapolis naviguait sans escorte. Le US Navy, très embarrassé, ne peut donner la véritable raison, le secret entourant la bombe. Alors elle décide de traduire le commandant McVeigh devant une cour martiale. On lui reproche notamment de n'avoir pas navigué en zigzag pour éviter les torpilles du sous-marin japonais. McVeigh se défend bec et ongles, soutenu par son équipage, qui se souvient de son courage durant les 4 journées d'enfer qu'ils ont connues. Il va même bénéficier d'un témoignage inattendu. Le commandant Hashimoto, du sous-marin I-58, celui-là même qui a coulé l'Indianapolis. Celui-ci affirme sans hésitation que même si le bâtiment avait zigzagué, il l'aurait torpillé sans difficulté. Seul au milieu du Pacifique et sans escorte, c'était une proie trop facile. Mais rien n'y fait. À l'issue du procès, le commandant McVeigh est reconnu coupable de négligence ayant entraîné la perte du navire. Très touché par ce verdict, il plonge dans une profonde dépression qui le rongera toute sa vie. Il finit par se suicider en 1968. Pour certains, il fut la dernière victime de la bombe d'Hiroshima. L'idée de cette vidéo m'est venue en souvenir d'une scène extraordinaire du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Lors de cette scène, le personnage de Quint, incarné par Robert Shaw, un rescapé de l'Indianapolis, décrit à ses 2 compagnons ses journées d'horreur avec une terrifiante précision. Cette scène de moins de 4 minutes, que vous pourrez retrouver en lien dans la description, est l'une des plus fortes du film. Le monologue de Quint, son regard, ses gestes, tout exprime parfaitement l'horreur de la situation.